Bonjour et bienvenue sur Algomius. Nous avons vu énormément de structures, les structures de boucles, les structures conditionnelles, nous avons maintenant utilisé les variables, et nous allons pouvoir partir maintenant sur des projets beaucoup plus complexes ou des programmes plus conséquents. Il est peut-être temps maintenant de s'intéresser à la façon de pouvoir diviser notre programme, de pouvoir le fractionner en unités logiques pour pouvoir s'y retrouver beaucoup plus facilement lorsque on cherche à faire une évolution ou alors une opération de maintenance. Il est peut-être temps justement de parler de cette notion de fonction, car justement les fonctions vont nous permettre de diviser un programme complexe en plusieurs étapes que nous pourrons résoudre. Donc cette vidéo va s'articuler autour de la notion de fonction. Nous allons expliquer pourquoi écrire des fonctions, pourquoi est-ce que les fonctions sont présentes dans tous les langages de programmation et quels sont les avantages que nous pouvons tirer de cette nouvelle structure. Nous allons nous intéresser à qu'est-ce qui fait la déclaration d'une fonction, quelle est la signature ou le prototype d'une fonction, et on va s'apercevoir qu'une fonction tourne essentiellement autour de trois éléments, son nom, ses paramètres en entrée et sa valeur de retour. Nous allons revenir plus spécifiquement sur les variables locales d'une fonction. C'est une notion qui est très importante à comprendre, parce que les variables qui sont définies dans une fonction ne sont connues que dans le corps de la fonction dans lequel elles ont été définies. Enfin, nous terminerons cette vidéo avec les fonctions récursives. C'est une façon un petit peu différente de voir la fonction, ou peut-être même de voir la boucle. Parce qu'en fait, on va s'apercevoir qu'avec une fonction récursive, on va pouvoir simuler une notion de boucle, sans pour autant utiliser les structures itératives traditionnelles, que sont par exemple le tant que, ou le pour. Donc on va s'apercevoir que les fonctions vont nous permettre maintenant d'organiser un petit peu notre projet, d'organiser notre développement, et c'est quelque chose qui va nous amener un petit peu à pouvoir traiter des projets beaucoup plus complexes, mais garder quand même un petit peu la main sur le code. Nous allons donc voir comment écrire nos propres fonctions et quels sont les problèmes qui peuvent être résolus à l'aide de fonctions. Alors pour bien comprendre à quoi sert une fonction et tout l'intérêt d'utiliser cette structure de données, eh bien les fonctions permettent de séparer un gros problème. Effectivement, on va se rendre compte que parfois on va se retrouver face à un problème complexe qu'il n'est pas facile de résoudre. Et donc en fait, si on peut découper ce problème complexe en des petits problèmes beaucoup plus simples à résoudre, eh bien on va pouvoir résoudre étape par étape. Par exemple, je ne sais pas résoudre ce problème en entier, mais par contre ça je sais déjà faire. Donc je vais faire ce petit bout-là, et puis maintenant que tiens j'ai ce petit bout-là qui est en place, peut-être que je peux aussi résoudre ça, et ainsi de suite, et puis on va donc finir par résoudre notre problème complexe. Les fonctions vont nous permettre d'écrire aussi une seule fois du code à utiliser à plusieurs endroits. C'est quelque chose de très intéressant, parce que si jamais vous dupliquez le code, eh bien le jour où vous avez à maintenir votre programme, eh bien il faudra faire la même modification à plusieurs endroits dans votre code. Et ça, c'est pas souhaitable, parce que si jamais vous oubliez une des modifications, eh bien vous allez avoir un problème qui est incohérent. Donc il ne faut jamais dupliquer du code, enfin en tout cas éviter de le faire, et le regrouper, comme par exemple dans des fonctions, et ça va permettre de factoriser notre code. Les fonctions peuvent aussi être réutilisées dans plusieurs programmes. C'est ce que l'on fait par exemple au travers des bibliothèques. C'est ce que l'on fait avec les include par exemple en C ou les import en Python. Ça va nous permettre en fait de regrouper les fonctions que nous utilisons souvent dans des modules à part, et nous allons intégrer ces modules et donc pouvoir utiliser les fonctions dans plusieurs projets. Donc, ça veut dire que ce que nous avons investi comme temps dans un projet va pouvoir nous servir pour les projets à l'avenir, ce qui est plutôt intéressant. Les fonctions vont nous permettre de travailler aussi plus facilement à plusieurs. C'est la même idée que de diviser le problème complexe en des choses un petit peu plus simples. On peut imaginer qu'à partir du moment où on a décomposé un problème, et puis chaque personne peut aller travailler sur son bout de problème, et quand on va mettre ensemble tout ce qui a été codé, si le travail a été bien fait de découpage au départ, eh bien on va avoir une solution qui marche avec tous les bouts de tous ceux qui ont développé et participé au projet. Les fonctions nous permettent aussi de limiter la portée des variables. Effectivement, les variables qui sont définies dans une fonction ne sont connues que dans la fonction. Et donc ça veut dire que si jamais vous avez un problème sur une valeur de variable, eh bien comme la portée va être réduite, vous avez moins d'instructions à vérifier pour trouver d'où vient le problème. Ça va donc vous permettre de faciliter la tâche en termes de débugage également. Si on imagine un petit algorithme qui va lire une réponse plusieurs fois, et que l'on veut mettre en place une vérification, eh bien on va se retrouver sur quelque chose qui ressemble un petit peu à cela. J'ai donc un algorithme
qui déclare deux nombres entiers. Donc là, on est sur un jeu qui va nous permettre de découvrir si un nombre mystère. C'est-à-dire que je vais garder le programme connaît un nombre mystère, et l'utilisateur va essayer de découvrir ce nombre. Et donc, tout simplement, il va taper un nombre, et à chaque fois qu'il va taper un nombre, le programme va comparer la proposition de l'utilisateur avec le nombre mystère. Si jamais l'utilisateur a donné plus grand que le nombre mystère, il va lui donner l'indication que c'est un nombre qui est plus petit. Et si jamais il a donné plus petit, il va lui dire en fait qu'il faut trouver un nombre plus grand. Et donc il va l'aider de proche en proche à arriver à trouver le nombre mystère. Ok. Cet algorithme, si on le décompose, il va prendre un petit peu cette forme-là. Je vais avoir besoin de deux entiers, le nombre mystère qui est connu du programme, et la proposition, le nombre qui est proposé par le joueur, la proposition du joueur. Le nombre mystère, je mets 10 dedans. Alors c'est pas un jeu que l'on peut faire plus souvent, hein. Si le nombre mystère est toujours 10, on va très rapidement arriver à le trouver. Ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire avec une fonction random, mais pour l'instant on va rester assez simple. Je lis la proposition du joueur, et tant que le nombre mystère est différent du nombre du joueur, donc la proposition ne colle pas avec le nombre mystère, eh bien je vais donner des indications à mon joueur. Si le nombre mystère est inférieur au nombre du joueur, je vais lui dire que c'est moins, et sinon je vais lui dire que c'est plus. Et je vais donc lui redonner la possibilité de me ressaisir en fait une nouvelle proposition. Et donc on s'aperçoit que les deux lignes bleues sont identiques. Pour l'instant, je lis la proposition d'un joueur et je relis la proposition d'un joueur. Lorsque je sors de la boucle tant que, ça veut tout simplement dire que le nombre mystère n'est plus différent du nombre de joueurs, donc que le nombre de mystère est le même que le nombre du joueur, et donc tout simplement que le joueur a gagné. Ok. Mais si maintenant, pour une raison ou pour une autre, j'ai envie de travailler sur cette lecture de la proposition du joueur et que je veux faire une vérification, eh bien, tout simplement, je vais devoir modifier les deux lignes bleues et que les deux lignes bleues, en fait, fassent exactement la même chose. On va donc écrire une fonction de lecture qui va également tester la réponse pour que on voit un petit peu les problèmes que l'on peut récupérer. Ok. Alors imaginons, j'ai récupéré ici mon algorithme du nombre mystère, et je veux donc en fait jouer sur la lecture qui se trouve ici et la lecture qui se trouve ici. Ces deux-là. Ok. Bon. Alors je veux dire par exemple que j'aimerais lire et je voudrais être sûr que l'utilisateur me donne en fait un nombre, en fait. Parce que je pourrais avoir un utilisateur qui me donne une chaîne de caractères ou quelque chose de pas numérique. Et donc tout simplement, si je lis quelque chose d'un nombre, je voudrais être sûr, je voudrais redemander à l'utilisateur tant qu'en fait il me donne un nombre. Alors comment ça marcherait? Eh bien j'aurais besoin en fait d'une chaîne de caractères, par exemple S, et en fait je lirai simplement S, cette fois-ci, à la place de lire le nombre du joueur, et il faudrait que je vérifie si S est numérique. Et tant que S n'est pas numérique, je mets la boucle de mon fin temps, tant que S n'est pas numérique, je récupère tout simplement, je redemande en fait la lecture de S. Une fois que S contient que du numérique, alors comment je peux dire qu'une chaîne ne contient que du numérique? Alors il y a souvent des fonctions dans tous les langages de programmation qui s'appellent isNumérique, isNum ou un truc comme ça. Si vous voulez le faire vous-même, eh bien vous passez par tout, maintenant que vous savez parcourir un tableau, vous passez par tous les éléments de votre chaîne de caractères et systématiquement vous vérifiez si c'est un chiffre entre 0 et 9. Et donc, à la fin, je vais juste récupérer la proposition du joueur, c'est en fait la chaîne de caractères qui aura été convertie en entier. Ok. Donc ça, maintenant, c'est mon nouveau bloc qui va me permettre de lire un élément, la réponse d'un joueur. Alors, puisque la lecture du joueur, la proposition du joueur, elle est faite deux fois, ça veut dire que ce bloc, je dois l'intégrer une fois ici. Non, je suis sur Notepad. Je dois l'intégrer une fois ici. Et je dois l'intégrer naturellement une fois ici.
Donc je l'ai copié-collé 2 fois. Et c'est le problème sur lequel je voulais revenir, c'est de dire que maintenant, si jamais je veux modifier, à chaque fois que je veux modifier la lecture de la proposition du joueur, eh bien je vais devoir la modifier dans ce bloc, et je vais devoir la modifier dans ce bloc. Si j'oublie un des deux, eh bien mon problème devient incohérent, puisque les deux lectures ne se font plus de la même façon. Ce qui est un petit peu embêtant. Alors ce que je pourrais dire, en fait, tout simplement, c'est de dire, ben, comme cette lecture qui est ici, et cette lecture qui est là, est exactement la même, je pourrais essayer de la regrouper. Je pourrais essayer, en fait, d'en faire une fonction. Ok. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais donc déclarer une fonction, et je vais faire, en fait, cette fonction, je vais l'appeler la fonction lecture. Alors, elle ne prend aucun paramètre, et elle renvoie rien. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, cette fonction, je vais tout simplement dire qu'elle va prendre le corps de tout ce qui est en commun. C'est-à-dire, je vais enlever ça, et je vais enlever ça. Ok, donc elle va s'occuper de lire d'un utilisateur, elle va me permettre de dire que S n'est pas numérique, de relire si c'est pas numérique, de terminer la boucle, et si jamais la valeur est numérique, je vais simplement le mettre dans la variable nJoueur. Ok. Ça veut dire en fait que la chaîne de caractères S qui est ici, ben en fait j'en ai plus besoin, je vais la mettre dans ma fonction, et je vais le mettre en fait dans ce que l'on appelle les variables locales. Les variables locales, c'est simplement les variables dont se sert la fonction. Donc la fonction va se servir d'une chaîne de caractères que j'appelle S. On va lire S. Tant que S n'est pas numérique, on relie S, F temps. Et il faut aussi que cette variable de lecture, cette fonction de lecture puisse communiquer avec le programme principal. Et donc comment est-ce qu'elle communique avec le programme principal? Eh bien je vais tout simplement renvoyer un entier qui va être la proposition de l'utilisateur. Et donc je vais ici avoir une valeur de retour. Dans mon programme principal, je veux donc pouvoir utiliser cette fonction de lecture. Et pour utiliser cette fonction de lecture, je vais tout simplement dire que le nombre, le nJoueur, la variable nJoueur, va être alimentée par le retour de la fonction lecture. Et la fonction lecture, il faut que je l'appelle ici, mais il faut que je donne aussi la possibilité à un utilisateur d'avoir une autre possibilité de redonner une proposition si la sienne avait été fausse. Donc je vais le mettre ici aussi. Ok, ça marche. Et donc en fait on s'aperçoit que maintenant ma fonction lecture elle a été sortie du programme principal, et si j'ai quelque chose à modifier au niveau de la lecture, eh bien je vais le faire dans les lignes qui correspondent à la fonction lecture. Mais la fonction principale, elle va rester comme ça, et elle va appeler simplement lecture ici, et donc tout simplement, quand j'ai à modifier la lecture, je n'ai plus qu'à le faire à un seul endroit dans le programme, et j'ai en fait moins de risque d'erreur. Voilà un petit peu le principe d'une fonction que l'on veut mettre en place. Alors les fonctions, elles vont nous faciliter le travail de groupe également, puisque les gros problèmes, une fois découpés, en fait, peuvent être des tâches qui peuvent être réparties. Je pourrais dire, par exemple, pour reprendre l'exemple de mon jeu de nombre mystère, je pourrais dire à quelqu'un de s'occuper de la fonction de lecture, pendant qu'une autre personne travaille en fait sur le programme principal. Si je me suis mis d'accord sur ce que l'on appelle l'interface, c'est-à-dire comment est-ce que j'appelle la fonction, et quelle valeur elle me renvoie, et bien normalement je n'aurai aucun problème quand je mettrai en fait les deux éléments ensemble. Il faut donc se mettre d'accord sur ce que l'on appelle le prototype de la fonction, et le prototype de la fonction est composé de 3 éléments, le nom de la fonction, les paramètres d'entrée, et la valeur de retour. Ok. Vous apercevez même que si vous avez déjà programmé, et que vous avez déjà utilisé des fonctions d'une bibliothèque, vous savez que vous pouvez utiliser une fonction en connaissant son nom, ses paramètres et sa valeur de retour, et que vous n'êtes pas obligé de connaître le corps de la fonction, ou quelles sont les opérations qui sont effectuées par la fonction. Vous êtes juste obligé de savoir en fait l'interface d'appel. Ok. Donc, on va simplement essayer de voir maintenant comment bâtir des fonctions autour de ces prototypes-là et se servir des différents paramètres de la fonction. L'autre avantage de la fonction dont on a déjà un petit peu parlé, mais que l'on va maintenant développer, c'est que les variables internes de la fonction ne sont pas visibles. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est déclaré dans la fonction reste au niveau de la fonction. Et donc, ça va permettre encore une fois de décomposer le code par instruction, mais ça va permettre aussi de décomposer les variables ou les ressources mémoire utilisées par fonction. Ça va donc permettre de remonter les variables là où elles sont utilisées,
et ça va vous permettre de comprendre assez vite en lisant le programme où est-ce qu'il peut y avoir un problème sur une variable mal alimentée. Le code qui résulte est beaucoup plus clair et plus lisible, et en fait, chaque élément se retrouve à sa place. Si le découpage est logique, comme ici on a fait un découpage avec la fonction lecture, et bien en fait on va vite comprendre que s'il y a un problème de lecture, c'est pas la peine de passer en revue tout le programme principal, on va directement se focaliser sur la fonction lecture et on va retrouver le problème beaucoup plus rapidement. On va aussi s'apercevoir que limiter le nombre de variables ou limiter leur portée va permettre de mieux suivre leur utilisation. Si on a un programme de 5000 lignes sans fonction où les variables peuvent être alimentées sur n'importe quelle ligne, ça va être beaucoup plus difficile de trouver en fait quelle est l'instruction qui alimente mal la variable. Enfin, un des derniers avantages, c'est que le corps de la fonction peut changer sans affecter le problème appelant à partir du moment où vous ne modifiez pas la signature de la fonction. Mon programme principal, il peut très bien continuer à appeler la fonction lecture, tant que la fonction lecture ne prend pas de paramètres, tant que la valeur de retour est un entier. Moi, je peux modifier le corps de la fonction lecture sans que cela n'affecte en fait le programme principal. Donc ça aussi, c'est un avantage qui va me permettre de développer de nouveau à plusieurs, de développer en équipe, sans avoir en fait besoin en fait de bloquer les collègues qui travailleraient sur le même projet. Alors on va simplement voir comment éviter les variables globales et comment répartir les variables dans des fonctions avec un petit exercice simple. On va utiliser un algorithme qui lie un nom et un prénom et affiche le nom et le prénom. On va avoir un algorithme qui lie un âge et qui donne l'année de naissance. Bon, c'est pas un algorithme très compliqué, il n'y a pas de boucle, il n'y a pas de tableau, pas de structure itérative, on a simplement de la lecture et de l'utilisation de variables. Et pourtant, on va se rendre compte qu'avec les fonctions, on va déjà pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus simple avec ça. Alors, je vais reprendre un petit peu ce que ça me dit. Alors, je vais récupérer un algorithme qui lie le nom et le prénom. Okay. Ça veut dire que dans les variables, il va falloir au moins que je stocke le nom, chaîne de caractères, et que je stocke le prénom, qui est également une chaîne de caractères. Qu'est-ce qu'il faut que je stocke encore? Il faut que je stocke l'âge, et je dois donner l'année de naissance, donc ça veut dire qu'il faut que je stocke l'âge qui est en entier, et il faut que je stocke l'année actuelle, qui va me permettre de recalculer l'année de naissance à partir de l'âge. Qui est en entier aussi. Ok. Donc là, en fait, on s'aperçoit qu'on a déclaré 4 variables, et qu'est-ce que l'on va faire si tout est fait dans la fonction principale? On va lire qui lit le nom et les prénoms, et qui affiche le nom et le prénom, qui lit l'âge, et qui donne l'année de naissance. Ok. Donc ça veut dire qu'on va saisir le nom, on va saisir le prénom, et on va afficher nom, prénom. Afficher nom plus prénom. Ok. Ensuite, on va lire l'âge. On va calculer année actuelle. Alors, année actuelle, c'est... Je vais mettre 2023. Voilà. Et l'année de naissance, du coup, comment je l'affiche? Eh bien, tout simplement, je vais afficher âge plus... Je vais afficher l'âge plus quoi? Plus l'année actuelle moins l'âge. Et donc j'aurai de nouveau l'année de naissance. Ok, ça marche. Enfin, c'est pas tout à fait... Il faudrait que je mette une chaîne de caractères pour qu'ils comprennent qu'ils concatènent les caractères. Ok. Et donc en fait, je me retrouve avec un algorithme qui a mélangé énormément de choses, mais je me rends compte que ces choses ne sont pas si mélangées que ça. J'ai le nom et prénom d'un côté, le nom et prénom, j'ai la saisie du nom et du prénom ici, j'ai le nom-prénom et j'ai l'affichage nom-prénom. Donc ça pourrait être en fait une première partie. Et j'ai une autre partie qui serait en fait sur l'âge, où on aurait en fait l'âge qui serait aussi calculé par rapport à l'année actuelle. Et donc vous voyez que toutes ces variables sont entremêlées, alors que finalement on est sur deux choses très différentes. L'affichage du nom et du prénom, et l'autre l'affichage de l'âge. Et bien tout simplement, je vais pouvoir en fait les grouper dans deux fonctions différentes pour pouvoir
pour que chaque fonction ait ses propres variables et ses propres traitements. Donc je vais déjà écrire une fonction, je vais l'appeler nom, qui ne prend aucun paramètre, qui ne retourne rien, et dans le début de ma fonction, je vais tout simplement dire, voilà, je vais récupérer dans les variables locales à la fonction, je vais récupérer les variables qui ne concernent que le nom et le prénom. Voilà. Donc je vais enlever ça du programme principal et je vais le mettre dans ma fonction nom. Ok. Que va faire ma fonction? Elle va uniquement saisir le nom, le prénom et elle va afficher le nom et le prénom. Donc elle va s'occuper simplement des noms et des prénoms. Ok, ça marche. Si je veux que ça fonctionne, toujours, eh bien je vais appeler simplement ma fonction nom dans le programme principal. Voilà. Et donc, ma fonction principale va faire la même chose qu'avant, mais tout ce qui est nom, maintenant, va se retrouver là-dedans. Alors, je vais encore faire une fonction age. Ma fonction age ne prend aucun paramètre et ne retourne rien. Et je vais faire exactement pareil, je vais faire des variables locales qui vont reprendre les informations de mes variables concernant l'âge et l'année. Voilà. Je vais débuter ma fonction. Je vais mettre la fin de ma fonction, et je vais récupérer en fait tout ce qui concerne, tous les traitements qui concernent l'âge. Voilà. Et si je veux que mon programme principal fonctionne toujours, bah, je vais simplement appeler la fonction âge, qui va en fait s'occuper de la saisie. Et donc là, on a une première fonction qui va gérer le nom, ok, avec ses propres variables. On a une deuxième fonction qui va gérer l'âge avec ses propres variables, et le fait que les variables en fait sont locales à la fonction, ça veut dire tout simplement qu'ici j'ai une variable prénom mais qui est déclarée uniquement dans la fonction. Ça veut dire qu'ici, en fait, je ne peux pas utiliser la variable prénom. On va me dire que prénom n'est pas défini dans le programme principal. Prénom est défini uniquement dans la variable qui contient le nom. Et donc je ne pourrais pas l'utiliser. Et donc si j'ai un problème au niveau de l'affichage de prénom, eh bien je sais que je vais limiter ma recherche à la fonction nom et prénom qui est ici, et je n'ai pas à chercher dans tout le programme principal. C'est tout l'avantage en fait que je vais retrouver avec les fonctions, ça va me limiter la zone de recherche quand j'ai en fait à corriger un problème. Ok. Alors est-ce qu'on peut faire un petit parallèle avec les langages de programmation? Oui, on peut le faire facilement. On va juste encore parler un petit peu des paramètres in et out, des types in et out, pour parfaire un petit peu la vision globale qu'on peut avoir des fonctions, et ensuite on essaiera de faire un petit rapport avec les langages de programmation. Alors la signature d'une fonction, on l'a vu, elle a trois éléments. La fonction a toujours un nom, la fonction a toujours des paramètres, et a toujours la possibilité de mettre des paramètres, hein, et elle a toujours une valeur de retour. Ok. C'est ça en fait qui va permettre d'identifier la fonction. Donc si une fonction a un autre nom, eh bien c'est deux fonctions différentes. Si la fonction a le même nom mais a des paramètres d'appel différents, eh bien c'est deux fonctions différentes. Et si une fonction a le même nom, les mêmes paramètres mais une valeur de retour différente, elle est encore considérée comme une troisième fonction. Donc il y a bien ces trois éléments en fait qui permettent de différencier les différents types de fonctions. Ok. Pour l'instant, les fonctions que l'on a vues n'avaient pas de paramètres, c'est-à-dire qu'entre parenthèses, en fait, je n'avais mis aucune valeur, et je ne pouvais donc pas influencer la fonction. Une fonction peut donc avoir des paramètres ou ne pas en avoir. Ok. Si jamais la fonction a des paramètres, eh bien, je vais les retrouver directement ici, dans les parenthèses. Alors ici, j'en ai pas, les parenthèses sont vides. Les paramètres, c'est tout simplement des façons d'influencer en fait sur le déroulement de la fonction. Je vais pouvoir donner des valeurs entières, booléennes, chaînes de caractères qui vont permettre que la fonction s'adapte en fait aux paramètres que je vais lui transmettre. Alors ces paramètres, ils ont naturellement un type entier, booléen, chaîne de caractères ou même objet hein, par la suite, pourquoi pas. Et ces paramètres peuvent être ou non modifiables par la fonction. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous avez la possibilité dans les langages de programmation de dire si le paramètre va être modifié par la fonction ou non. Et
ça c'est quelque chose que l'on retrouve dans tous les langages de programmation. Alors on va s'apercevoir que dans les langages de programmation comme Python par exemple, c'est plutôt caché, mais cette fonction existe quand même. Et on va essayer de voir un petit peu comment ça marche. Alors, je prends un petit éditeur Python, et je vais tout simplement écrire une petite fonction. Alors je vais la commencer avec le mot-clé def. Je vais l'appeler ajouter, cette fonction, et cette fonction elle va juste prendre en paramètre un entier A, et ce que va faire la fonction ajouter, c'est qu'elle va tout simplement dire de A, je vais en fait lui ajouter 5. Ok. Et dans le programme principal, je vais donc mettre A, je vais mettre 3 dedans, je vais lancer ajouter sur A, et je vais en fait afficher A. Ok. Si je fais ça, donc Python, je vais lancer func.py, j'obtiens 3, ce qui est plutôt inattendu, parce que moi j'avais donné 3 à la base, mais j'avais appelé la fonction ajouter, et je pensais que la fonction ajouter allait ajouter 5 à A. Donc j'aurais dû avoir 3 plus 5, 8, j'aurais dû avoir 8 dans A, et pourtant je me retrouve avec 3 à la base. En fait là, il faut revenir un petit peu à la représentation mémoire pour comprendre ce qui s'est passé dans la fonction. J'ai donc en fait déclaré dans ma fonction principale une variable A qui a la valeur 3. J'ai donc cherché un emplacement mémoire qui me permettait de stocker cette valeur. Bon, ça c'est le A du programme principal. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ouvert une fonction ajoutée. La fonction ajoutée, elle a un paramètre qui s'appelle A. Ok, donc elle a déclaré un paramètre A, fonction, ok. Elle a donc déclaré un paramètre A, et elle a vu en fait que ce paramètre A était lu en paramètre. Donc elle a associé la valeur que je lui passais lorsque je l'ai appelé dans le programme principal, et donc en fait elle a dit, ben, de base, mon A il vaut 3. La fonction ajoutée se déroule, et donc A prend A vaut 3 plus 5, ça vaut 8, et je le remets dans A. Par contre, je le remets dans A au niveau de la fonction. Ok. Donc si je le remets en A au niveau de la fonction, eh bien en fait là, j'ai modifié A, mais je l'ai modifié uniquement dans la fonction. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien la fonction se termine. J'ai terminé la fonction def, et comme la fonction def est terminée, eh bien je libère la zone mémoire qui était allouée aux variables locales de la fonction def. Et la seule variable A qui me reste dans le programme principal, elle vaut 3. Donc ça veut dire que la variable A de ma fonction n'est absolument pas la même que la variable A que je trouve dans le programme principal. Elles ont le même nom, mais chacune la fonction principale et la fonction ajoutée ont leur propre espace de mémoire, en fait, où ils gèrent localement leurs variables. Ok, ça marche. Donc, il faut faire attention. Donc en Python, vous voyez que je n'ai pas de marque distinctif, mais là, si je passe un élément de type entier, eh bien, la fonction ne la modifie pas. Donc, c'est un paramètre que j'appellerai un paramètre in. Paramètre in, je peux donc m'en servir, mais par contre, la fonction ne peut pas le modifier pour avoir une modification en sortie. La seule possibilité pour récupérer une donnée en sortie en Python, c'est d'utiliser la fonction return. Je fais un return A et je récupère donc la valeur de A. Maintenant, attention, il peut y avoir quand même des petits pièges. Imaginons que maintenant, je n'utilise plus A, mais j'utilise une liste. Alors la liste, c'est simplement un tableau amélioré. Je donne, dans ma liste, je mets 3 éléments qui sont 1, 2, 3. Et j'ajoute, cette fois-ci, j'ai une liste. Et j'ai une liste dans laquelle je fais un point append. Et je vais lui mettre l'élément 4. Donc, j'ai fait exactement la même chose qu'avec la variable entière, sauf que cette fois-ci, je le fais avec une liste. Donc, si le comportement est le même, normalement, je devrais m'attendre à ce que, eh bien, je n'ajoute rien à la liste. J'ai une liste qui contient 1, 2, 3, je lui ajoute 4, mais je l'ajoute localement à la fonction. Et donc, quand je sors dans le programme principal, normalement, je devrais récupérer ma liste d'origine. Je lance, et là, je m'aperçois que ma liste, elle est à 1, 2, 3, 4. Donc, le 4 a été ajouté à ma liste. Alors, pourquoi j'ai deux comportements complètement différents pour une fonction qui a l'air d'apparence identique? Il faut en fait revenir de nouveau
à l'espace mémoire. J'ai donc stocké une liste L qui contient 1, 2, 3. Ok. Et en fait, ce que fait Python, c'est une optimisation. C'est-à-dire que Python reçoit en fait une liste, un tableau hein, si vous voulez, et Python va se dire, oula, c'est un tableau. Donc ça peut comporter pas mal d'éléments quand même. Moi, j'ai L qui me dit en fait où commence le tableau, mais je ne sais pas en fait forcément combien il va y avoir d'éléments dedans. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Si jamais je dois copier ce L dans l'espace mémoire local de la fonction, ça veut dire que je vais devoir déclarer un L local à la fonction, et je vais devoir copier les éléments par élément, toute la liste que je retrouve en fait. Alors là, il n'y en a pas beaucoup, 1, 2, 3, mais si jamais j'ai une grande liste, il faut que je copie tous les éléments. Et ce que va faire Python, Python va faire une optimisation en disant de toute façon, en disant que bah, si ça c'est L du programme principal, quand c'est une liste, eh bien je vais dire aussi que c'est L de la fonction. Et donc ça veut tout simplement dire que si j'ajoute 4 au L de la fonction, comme les deux L pointent sur la même zone mémoire, eh bien quand quand j'ajoute 4 au L de ma fonction, j'ajoute aussi 4 à la liste du programme principal. Alors, il y a des choses qui permettent de l'influencer, hein. On a la fonction copy, par exemple, en Python, qui permet de faire vraiment une copie. Mais de base, le comportement qui est fait, c'est de dire, si j'ai sur une variable de base comme un entier, j'en fais une copie. Si j'ai une variable itérable comme un tableau, un dictionnaire ou ce genre de choses, eh bien là, par contre, je ne vais pas faire une copie parce que j'estime que ça va me prendre du temps de dupliquer tous les éléments qui peuvent se retrouver dans un tableau. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. C'est des comportements où on peut avoir des problèmes au début quand on se met à développer. Donc là, en fait, cette fois-ci, notre L, il n'est plus considéré comme du in. En fait, il est considéré comme du in-out. C'est-à-dire, je peux me servir de sa valeur en entrée de la fonction, mais si je le modifie dans la fonction, eh bien, la modification sera aussi en sortie. Voilà un petit peu ces paramètres que l'on peut retrouver sur les fonctions. Le paramètre in, un paramètre in est donc considéré comme seulement utilisable en entrée, un paramètre out est donc considéré comme seulement utilisable en sortie, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'utiliser sa valeur dans la fonction avant que j'ai mis quelque chose dedans. C'est comme si la variable, par exemple, le paramètre n'était pas initialisé. Ok ? Et j'ai donc la fonction in-out, dont je peux me servir du paramètre en entrée, et si je le modifie, il est aussi modifié en sortie. Alors on voit que dans Python, les choix sont un petit peu faits pour nous, même si on peut les influencer. On verra que dans des programmes, des langages de programmation comme C ou C++, eh bien on aura spécifiquement à indiquer que je veux faire un passage par adresse ou un passage par référence pour vraiment dire que je veux pouvoir modifier la valeur du paramètre. Ok. Donc ça, c'était pour les paramètres. Une fonction peut aussi avoir une valeur de retour ou non. Si elle a une valeur de retour, elle doit comporter au moins un return, un retour dans le corps de la fonction, et ce retour, le type doit être en adéquation avec la valeur retournée en en-tête de fonction. Donc ça, c'est quelque chose que l'on retrouve pas mal en C++, hein. Chaque fonction commence par le type de retour. C'est pour ça que la fonction principale du C++, c'est un int main. Ça veut donc vous dire que vous avez une fonction main. Si vous avez parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, ça veut dire main n'a pas de paramètres. Et le int veut simplement dire que la fonction main va retourner un entier. Donc si vous avez un return à faire dans la fonction main, il faut qu'il soit de type entier. Donc, par exemple, ça c'est l'exemple d'une fonction qui va prendre des paramètres. Donc elle prend un paramètre nom qui est une chaîne de caractères, prénom qui est une chaîne de caractères, âge qui est un entier, et qui va ne retourner aucune valeur, c'est pour ça qu'on a ce rien. Voilà un petit peu. Comment est-ce qu'on peut mettre en place une fonction qui possède des paramètres. Donc ça c'est une fonction qu'on avait déjà mis en place, qui nous permettait de saisir l'âge, ce genre de choses, et de faire une vérification. C'est une alternative d'une fonction que l'on a déjà vue. Par exemple, la fonction swap, c'est une fonction qu'on utilise très souvent en algorithmie et qui nous permet en fait d'interchanger la valeur de deux variables. Alors là aussi, on risque d'avoir un problème avec la fonction swap, puisque si jamais vous mettez les deux paramètres simplement en in, et que vous faites un swap, eh bien la fonction swap va bien échanger les valeurs des deux variables, mais si les deux paramètres sont in, ça veut dire qu'au moment où la fonction s'arrête, eh bien tout simplement il n'y a plus de...
on ne garde plus, on n'a pas modifié les valeurs en sortie, et donc ça veut dire que le swap est annulé. Donc là, c'est très important de savoir en fait dans quel sens sont donnés les paramètres de la fonction. Alors on va essayer de travailler un petit peu sur des fonctions, et on va essayer de prendre une fonction depuis le début, on va y mettre des paramètres, et on va essayer de voir un petit peu comment je peux construire une fonction. Cette petite fonction que l'on va construire, c'est une fonction qui va donner le minimum de 3 valeurs. La valeur de retour de cette fonction peut immédiatement servir en paramètre d'appel d'une autre fonction, ça on sait le faire dans les langages de programmation. Et donc on va écrire l'algorithme d'une fonction qui retourne le minimum de 3 valeurs entières, 3 valeurs qu'elle va donc recevoir en paramètres. Ok, donc 3 paramètres de type entier, je vais récupérer la plus petite des 3. Les 3 valeurs ne doivent pas être modifiées, ça veut dire que ces 3 valeurs, je dois les mettre en paramètre in pour être sûr que leur valeur puisse être utilisée dans la fonction, mais que je ne puisse pas modifier la valeur pour que je sois sûr que ces 3 valeurs soient encore les mêmes en sortie de fonction. Ok. Alors on va reprendre tous ces éléments-là, les uns après les autres. Ok. Donc cette fois-ci, je suis sur l'écriture d'une fonction. La fonction, cette fois-ci, elle va me donner le minimum de 3 éléments. Donc je vais l'appeler par exemple minimum 3. Pour donner le minimum, il faut que je lui fournisse 3 entiers dont elle va essayer de me trouver le minimum. Donc ça veut dire que je vais lui fournir un N1 entier, N2 entier, N3 entier, et je vais lui préciser aussi que je ne veux pas que la fonction puisse modifier mes paramètres. Je vais donc dire que tous ces paramètres sont des paramètres in. Et je vais ici spécifier la valeur de retour. Alors la valeur de retour, c'est quoi? Quel est le type de la valeur de retour? Eh bien, je dois retourner le plus petit des entiers. Donc ça veut dire que la valeur de retour est une fois de plus de type entier. Je vais donc commencer mon algorithme et je vais essayer de voir quand est-ce que je dois retourner chacun de ces 3 éléments. Bon, si N1 est le plus petit, ça veut dire que N1 est à la fois inférieur à N2 et que N1 est aussi inférieur à N3. Ça veut dire que si je suis dans ce cas-là, ça veut dire que N1 est strictement inférieur aux 2 autres. Dans ce cas-là, je vais créer un retour, et de ce retour, je vais mettre N1. N1 étant en entier, la valeur de retour demandée étant en entier, je suis correct, je retourne bien le bon type spécifié. Sinon, sinon, je vais vérifier est-ce que ce ne serait pas N2 qui serait plus petit. Donc si N2 est inférieur à N1 et que N2 est aussi inférieur à N3, cette fois-ci c'est N2 qui est le plus petit des 3. Et dans ce cas-là, je vais simplement faire un retour sur N2. Ok. N2 est entier, le retour est entier, je suis toujours bon. Sinon, c'est que je suis dans l'autre cas, ça veut dire que ni N1 est le plus petit, ni N2 est le plus petit. Donc tout ce que je vais faire ici, c'est retourner N3. Et j'en ai terminé. Donc ma fonction minimum 3 prend 3 paramètres, elle retourne l'entier le plus petit. Et donc si je veux l'appeler dans un programme principal, je vais faire quoi? Je vais faire tout simplement minimum 3, et je vais lui fournir les 3 paramètres d'entrée, par exemple 3, 11 et 8. 3, 11 et 8, ça veut dire que si j'appelle minimum 3 avec les paramètres 3, 11 et 8, eh bien N1 va prendre la valeur 3, premier paramètre, N2 va prendre le paramètre 11, et N3 va prendre la valeur 8. Et l'algorithme de la fonction va se dérouler avec les valeurs 3, 11 et 8. Et si j'ai besoin de relancer le minimum M3 sur un autre triplet, par exemple 9, 27, 6, et bien tout simplement je peux la relancer et je peux réutiliser maintenant ma fonction à l'infini avec des paramètres aussi variés que j'en ai envie. Donc c'est très facile en fait d'écrire une fonction et de l'utiliser. Une fois que la fonction est en place, eh bien vous voyez que je gagne énormément de temps, puisque rien qu'en l'appelant, en fait, je ne suis pas obligé de réécrire le mécanisme à chaque fois, je peux simplement la rappeler avec des paramètres différents, et donc j'ai une fonction, en fait, plus elle a de paramètres, plus elle va devenir flexible. C'est-à-dire plus elle va pouvoir faire de choses. Alors je ne vous dis pas non plus de tout faire avec la même fonction, parce qu'effectivement, au bout d'un moment, quand votre fonction va commencer à avoir 30 ou 40 paramètres, là aussi, vous allez tomber de nouveau sur quelque chose d'illisible.
Il faut que votre fonction elle ait un petit nombre de paramètres, un petit nombre de variables, un petit nombre d'instructions, pour que si jamais vous avez quelque chose à corriger, en fait vous ciblez assez rapidement la problématique et vous n'avez que peu d'instructions en fait à évaluer pour corriger votre problème. Alors, les variables locales à une fonction, c'est quelque chose on en avait déjà discuté quand on avait parlé des blocs. Donc, toutes les variables déclarées dans une fonction ne sont utilisables que dans le corps de la fonction. C'est très important de comprendre ce mécanisme, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'exemple du Python. Et ça veut dire aussi que quand la fonction se termine, eh bien, toutes les variables utilisées localement dans la fonction sont supprimées et la mémoire en est de nouveau libérée. Ok. Donc, effectivement, en Python, on a vu que le choix était fait un petit peu pour nous. Si les types simples, on avait la possibilité, sur les paramètres de type simple, en fait, on ne les modifiait pas en sortie. Là, on parle plutôt de variables locales, pardon. Les variables locales, c'est tout ce que je vais déclarer au niveau de la fonction. Alors, pour l'instant, j'en ai pas déclaré ici. J'ai pas de fonction dans laquelle j'ai déclaré des variables locales, si. Si on en avait parlé ici, l'âge et l'année actuelle étaient déclarés en tant que variable locale, ça veut dire que ces deux variables ne sont absolument pas accessibles en dehors de la fonction. Et au moment où la fonction s'arrête, au moment où elle a fait toutes ses instructions, ces deux variables qui ont été allouées en mémoire sont de nouveau désallouées, et la mémoire devient de nouveau disponible. Ok, ça marche. Donc ça veut dire aussi que tous les résultats qui ne seront pas renvoyés, alors renvoyés soit par une valeur de retour, soit mis à jour dans un paramètre modifiable, eh bien seront perdus. Tout ce qui n'est pas récupéré à la fin de la fonction est détruit et la mémoire en est de nouveau libérée. Ça, c'est quelque chose dont il faut être conscient. Nous allons continuer avec une dernière façon de voir la fonction, qui est la fonction récursive. Alors une fonction récursive, c'est une fonction simplement qui se rappelle elle-même. Donc ça veut dire que dans le corps de la fonction, en fait, il y a un appel à la fonction elle-même. C'est aussi une façon de créer une boucle, sauf que cette fois-ci, on n'a pas forcément une structure for, une structure tant que. La boucle n'est pas aussi visible que lorsque l'on utilise une structure itérative, mais la boucle, en fait, on va la retrouver avec ce mécanisme d'appel successif à des fonctions. Donc elle doit nécessairement changer la valeur d'au moins un paramètre, parce qu'effectivement, si la fonction se rappelle toujours avec le même paramètre, eh bien on va arriver en fait sur une boucle infinie. Si vous essayez de régler toujours le même problème sans changer les paramètres, vous allez toujours rester sur le même problème. Ok. Et donc on va s'apercevoir que cette façon de penser, cette façon d'utiliser les fonctions, elle va nous permettre de solutionner parfois en très peu de lignes des problèmes qui ont l'air complexes. Et en fait, on va se rendre compte que de le voir de façon un petit peu différente, de le voir de façon récursive, va nous permettre de rendre les choses plus simples et de le faire avec un minimum d'instructions. Ce qu'il faut garder en tête quand même, c'est que la fonction récursive est assez gourmande en mémoire, et ça on le comprend bien, puisqu'on a vu que lorsqu'une fonction était lancée, les variables locales à la fonction étaient déclarées en mémoire, et donc je réservais en fait des espaces mémoire pour les variables locales. Et comme la fonction récursive n'arrête pas de se rappeler elle-même, eh bien on va avoir plusieurs copies en fait de cette fonction qui vont chacune bloquer des zones mémoire, et donc on risque de saturer la mémoire assez vite avec ce genre de mécanisme. Alors on va prendre une petite fonction assez simple au début pour expliquer ce mécanisme de récursivité. Imaginons par exemple que j'essaie de simuler une boucle, je veux simplement prendre cet exemple pour manger des hot dogs. Donc la fonction prend en paramètre le nombre de hot dogs à manger. Par exemple, si je veux manger 5 hot dogs, je vais appeler hot dog avec le paramètre 5. Et elle va afficher je mange un hot dog pour chaque hot dog. Et donc on va simplement se baser sur deux conditions. C'est de dire, voilà, ma fonction manger hot dog, elle va partir de deux constatations. Ok. Soit le paramètre est à 0, ça veut dire qu'il n'y a plus de hot dog, donc j'ai rien à faire. Soit le paramètre ne vaut pas 0, donc il vaut par exemple n, et dans ce cas-là, je fais quoi? Je mange un hot dog, et je relance la fonction, mais comme j'ai mangé un hot dog, il n'y a plus n hot dog, il y en a un de moins, je vais donc la relancer sur n-1. Et donc tout simplement,
on va constater que, peu importe le paramètre que vous donnez, on va se retomber sur un de ces deux cas. Alors qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai par exemple 5 hot dogs, ben, j'en mange un et il m'en reste 4. Donc ça veut dire que s'il m'en reste 4, j'en mange un et il m'en reste 3. S'il y en a 3, j'en mange un, il me reste 2 et ainsi de suite. Au bout d'un moment, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, des hot dogs, il va m'en rester 0. Et donc je vais me retrouver dans ce premier cas-là. Et quand j'ai 0 hot dog à manger, j'ai rien à faire et donc la fonction se termine. Ok, ça marche. Donc, on a expliqué un petit peu le principe de la fonction récursive et on va travailler sur un exemple un petit peu plus concret pour vraiment comprendre comment ça marche. Imaginons qu'on veut écrire une fonction qui va nous donner la somme des nombres. On va écrire une fonction récursive qui va prendre en paramètre un nombre entier et en retour, il va fournir la somme des nombres de 1 au paramètre. Par exemple, si je donne le paramètre 5, il va me donner 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Ok. Et donc, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Bon, imaginons, du coup, je me retrouve avec une fonction qui fait la somme et qui prend un paramètre n de type entier. Je vais déjà écrire ma fonction comme ça. Et qui va me retourner la somme des nombres entiers, donc ça veut dire qu'elle me retourne, un entier également. Si je somme des entiers, je vais sûrement avoir un nombre entier également. Bon. Qu'est-ce que je peux constater? Si jamais si jamais n est égal à 5, ce que je veux récupérer, c'est la somme de 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. D'accord. Ça marche. Mais, si n est égal à 5, je veux cette somme-là, mais ça veut dire que cette somme-là, je m'aperçois en fait que c'est la somme des nombres de 4 de paramètre 4. Ok? Donc ça, en fait, c'est somme de 5, et somme de 5, c'est égal à ça, mais ça, je peux le remplacer par somme de 4. Ok? Mais somme de 4, c'est quoi? Somme de 4, c'est égal à 4 plus 3 plus 2 plus 1. Ok, mais ça, 3 plus 2 plus 1, en fait, c'est somme de 3. Ok, ça marche. Donc en fait, on se rend compte que, si je veux généraliser, que quand je prends la somme des n premiers nombres, en fait, c'est n plus la somme des n-1 premiers nombres. Et je peux continuer comme ça. Ok? À un moment donné, il faut que je m'arrête. C'est-à-dire que je vais sommer les nombres, mais à un moment donné, il faut quand même que j'arrive à une situation terminale. Alors, quelle est ma situation terminale? Je vais tout simplement dire que somme de 0, en fait, c'est égal à 0. Ok. Donc, somme de 0 est égale à 0, et si j'ai autre chose que 0, eh bien, je prends ce nombre, et j'en ajoute la somme de n-1. Et bien voilà, j'ai mes deux conditions sur lesquelles je vais bâtir mon algorithme. Soit j'ai 0 et je retourne 0, soit j'ai autre chose que 0, et je vais retourner n, cette valeur n qu'on m'a donnée, plus la somme de n-1. Ok, il ne me reste plus qu'à écrire ma fonction exactement sur les termes de ce que je viens de dire. Donc ça veut dire que si n est égal à 0, alors je vais retourner 0. C'est ma condition de fin. Sinon, ça veut dire que n n'est pas égal à 0. Et du coup, dans le retour, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais retourner n plus somme de n-1. Et j'ai terminé ma fonction récursive. Donc si n est égal à 0, je retourne 0. Et si jamais n n'est pas égal à 0, eh bien je retourne n, auquel j'additionne la somme, finalement, des nombres de n-1. Et donc la fonction va se rappeler elle-même. Et vous voyez que dans une fonction récursive, eh bien la première somme a été appelée sur l'élément n, et dans son corps, en fait, je me retrouve avec n-1. Ça veut dire en fait que j'essaye de toujours simplifier le problème. Je vais toujours, au début j'appelle avec n, dans le corps je l'appelle avec n-1. Ça veut dire que je change toujours le paramètre pour que je ne l'appelle pas de la même façon. Pourquoi? Tout simplement parce que si je peux appeler somme avec n et qu'elle se rappelle avec somme avec n, eh bien en fait je vais créer ce qu'on appelle une boucle infinie. Si je ne modifie pas le paramètre, c'est comme si j'écrivais un while avec une condition et que dans le corps du while,
dans le corps du temps que, je ne modifie aucune valeur de ma condition. Eh bien, je créerai pareil, de la même façon, une boucle infinie. Et donc là, vous voyez qu'on n'a pas de structure itérative, on n'a pas de boucle, on n'a pas de for, on n'a pas de while, et pourtant, en fait, on s'aperçoit que ces éléments-là, en fait, on a quand même un mécanisme de boucle. On va appeler somme de n-1, on va appeler somme de n, et ainsi de suite. Donc on a quand même ce mécanisme de boucle qui se met en place. Voilà tout l'intérêt de mettre en place une fonction récursive. Donc ça c'est la somme des nombres que l'on vient de faire. Okay. Dernier petit mot pour dire effectivement que la récursivité c'est quelque chose de très intéressant. J'ai fait pas mal de vidéos sur ma chaîne dessus, notamment les tours de Hanoï, qui sont un exemple complet de récursivité, et qui permettent de résoudre un problème assez complexe en 5-6 lignes. Et il faut savoir aussi que la fonction récursive, c'est une fonction qui est très utilisée, et qui procure très souvent la meilleure solution pour tout ce qui est les problèmes de diviser pour régner. Alors les problèmes de diviser pour régner, on en a parlé énormément quand on a parlé des vidéos de tri, ou de recherche dichotomique, ce sont des stratégies qui permettent de dire que quand je suis confronté à un gros problème, un problème complexe, je vais essayer de fractionner ce problème complexe en petits problèmes beaucoup plus faciles à résoudre. Et en solutionnant la somme des petits problèmes, en fait, je vais recomposer la solution pour solutionner mon problème complexe. Ça vient un petit peu des stratégies militaires, où on s'est dit que plutôt d'affronter une grosse armée, on allait plutôt s'intéresser à des petits bouts d'armée, et une fois qu'on avait vaincu des petits bouts d'armée, peut-être que la grosse armée ne serait plus aussi impressionnante. Et donc on va s'apercevoir que ces stratégies divisées pour régner, bâties sur des fonctions récursives, vont justement être toujours les meilleures solutions du problème qu'elles cherchent à résoudre. Les meilleurs algorithmes de tri sont en divisé pour régner, je pense notamment au tri rapide ou au tri fusion par exemple. La meilleure recherche se base aussi sur la sur la stratégie divisée pour régner, je pense notamment à la recherche dichotomique. Et donc c'est quelque chose de très important à comprendre, de très important à maîtriser en algorithmie pour aller sur des structures beaucoup plus complexes en termes de programmation. Avec ce nouvel outil que sont les fonctions, nous pouvons maintenant diviser notre code pour le rendre de moins en moins complexe et le rendre beaucoup plus compréhensible. Ce nouvel outil, ces fonctions, vont nous permettre également de travailler beaucoup plus facilement à plusieurs sur le même projet, chacun pouvant donc s'occuper de ses fonctions ou de sa fonction, et à l'aide du prototype que nous avons mis en place, eh bien, on pourra se mettre d'accord dès le début en fait sur quelles seront les interfaces entre ces différentes fonctions. À partir du moment où vous connaissez le nom, les paramètres d'entrée et la valeur de retour d'une fonction, eh bien vous pouvez l'utiliser sans savoir exactement ce qu'elle fait. Et donc vous pouvez commencer à programmer en vous basant sur des fonctions par exemple qui ne sont pas encore écrites, simplement en disant que pour l'instant je sais qu'ici il y aura une fonction, elle sera écrite dans le futur ou quelqu'un est en train de l'écrire pour moi, mais pour l'instant, ça ne me bloque pas dans l'écriture de mon code, je vais simplement continuer, et on compilera tout, ou on interprétera tout au moment en fait, où toutes les briques en fait, seront au même endroit, et que l'on aura une vision globale de notre projet. Donc, les fonctions, c'est quelque chose de très important. Déjà, à l'étape, quand on ne programme pas encore en orienté objet, et on va voir que cette notion de fonction, en orienté objet, elle va prendre un petit peu la même structure, sauf que cette fois-ci, ces fonctions vont être appelées méthodes, et ce sont des fonctions qui seront locales, cette fois-ci, à un objet. Mais dans le fond, c'est exactement le même principe. Une méthode de classe, c'est une fonction, elle aura donc pareil un nom, une valeur de retour et des paramètres. Donc nous allons maintenant pouvoir nous attaquer à des projets beaucoup plus complexes, de pouvoir les diviser, et même travailler à plusieurs sur les mêmes projets. Plein de perspectives donc du coup pour notre partie développement. À bientôt!